Mesdames, Messieurs, bonjour, rebonjour. C'est la dernière, c'est ma dernière table ronde. C'est la 7e de ces 2 jours du premier cyclo à La Rochefouron. Qu'est-ce que j'allais vous dire? La 3e en Haute-Savoie, la 5e en région Auvergne-Rhône-Alpes, la 23e dans l'histoire de cyclo, 7e table ronde. Son titre: préserver l'eau, le rôle des collectivités. Comment les collectivités abordent les objectifs de maintien de la quantité d'eau, la sobriété et de la qualité de l'eau. Mesdames, Messieurs, merci d'accueillir Jean-Baptiste Laléchère et Élodie André. Ça veut dire applaudissez. Philippe Laléchère, vous êtes technicien de sécurité sanitaire à l'ARS Aura, délégation Haute-Savoie, agence régionale de santé, région Auvergne-Rhône-Alpes. Élodie André, vous êtes élue à la mairie de Sallanches et vous fûtes longtemps présidente de la régie des eaux de Sallanches. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Je ne sais plus. Monsieur Laléchère, peut-être pour nos amis, l'ARS, est-ce que vous pouvez nous la présenter? Il faut prendre un micro par contre, si vous le voulez bien. Oui, donc l'ARS, une des missions de l'ARS, c'est le contrôle de la qualité des eaux potables. Donc on organise le contrôle sanitaire et on instruit tout ce qui est procédure, périmètre de protection des captages. Donc c'est qu'une petite partie des autres rôles de l'ARS. Et la qualité sanitaire, l'eau potable, selon vous, elle n'est potable que selon quels critères? C'est quoi la qualité sanitaire d'une eau? Eh ben, l'eau distribuée, elle doit être exempte de microbes, exempte de pathogènes et de bonne qualité physico-chimique. C'est-à-dire que c'est une eau qui doit être claire, c'est une eau qui peut comporter des éléments dissous, des éléments chimiques dissous, mais en quantité inférieure à certains seuils. D'accord. Et les contrôles, vous les faites comment? Vous les faites au hasard? Vous les faites sous suspicion? Les collectivités sont obligées de les faire? Comment ça se passe? Alors nous, notre rôle, c'est d'organiser le programme de prélèvement qui est défini par la réglementation. Donc c'est confié à un laboratoire agréé qui effectue les prélèvements et les analyses. La fréquence et le type d'analyse est aussi défini réglementairement et il dépend de la population desservie. C'est-à-dire que plus on va avoir une population importante desservie, plus la fréquence des analyses sera importante et plus on fera aussi fréquemment des analyses complètes sur les micropolluants, par exemple. Parce que oui, alors vous faites plus, il y a une corrélation entre le risque et la taille de la population, ce qui semble logique. Oui. Vous dites les micropolluants, c'est nouveau ça dans l'histoire entre guillemets de l'ARS? Non, ça a toujours ce qu'on appelle un micropolluant organique, toujours. Genre les traces de pesticides ou les PFAS par exemple? Les PFAS, PFAS, oui, c'est nouveau? c'est nouveau. Les pesticides, non, depuis les années 80, c'est suivi régulièrement. Ça fait combien de molécules on doit chercher pour les micropolluants et combien de microbes on est censé mesurer la population? Alors pour les micropolluants, ça peut être des métaux, ça peut être des micropolluants organiques. Pour les pesticides, en fait, la liste des pesticides, elle est définie au sein de chaque région en fonction de ce qu'on sait qui est utilisé. Actuellement, on a une liste de 270 pesticides qui sont analysés régulièrement. Mais il en existe beaucoup plus. Beaucoup plus. C'est une liste qui n'est pas fixiste, c'est une liste évolutive? Qui est évolutive, qu'on renouvelle tous les 4 ans, mais qui peut être évolutive en cours de route si on a des signalements particuliers et des découvertes particulières. Et les PFAS, si on peut s'arrêter dessus 5 minutes, les PFAS, on a l'impression qu'on les a découverts. Alors, pour moi, ça n'en était pas une. J'en connaissais l'existence. On a l'impression que tout d'un coup, il a fallu s'en occuper. On ne les cherchait pas avant. Pour vous Nous, on ne les cherchait pas avant, effectivement. Il n'y avait pas de normes réglementaires. Toujours pas d'ailleurs, je crois, ou c'est normes administratives. Si, il y a une norme pour la somme de 20 molécules qui sont considérées comme représentatives.
D'accord. Vous aviez une présentation peut-être? Alors, on peut commencer par faire un inventaire rapide des différents types de dangers qui peuvent affecter la ressource, donc tant d'un point de vue qualitatif que quantitatif. Alors ces dangers, ils peuvent affecter soit directement la qualité de la ressource, soit directement la quantité mobilisable. Alors en ce qui concerne la qualité, on peut avoir des pollutions ponctuelles qui sont en général souvent accidentelles, par exemple une casse de réseau d'assainissement, un accident de circulation avec le renversement de produits dangereux, ou encore un classique, le débordement d'une cuve à fioul au moment de son remplissage. Ah oui, ça arrive souvent, ça. Ça arrive, alors pas toujours au-dessus d'un captage, heureusement, mais c'est des choses qu'on voit régulièrement. Ça peut être les eaux d'extinction d'un incendie aussi, qui ruissellent. Voilà. Ça, c'est pour les pollutions ponctuelles. Ensuite, on a les pollutions diffuses, qui peuvent être d'origine anthropique. Donc, par exemple, les pollutions d'origine agricole, comme les pesticides dont on a parlé, ou les nitrates. Et puis, on peut avoir aussi des pollutions diffuses industrielles, comme par exemple les PFAS dont on a parlé également. Et puis aussi, on peut avoir une pollution d'origine naturelle. Alors, dans ce cas-là, on ne parlera pas vraiment de pollution, mais plutôt d'éléments indésirables, qui sont liés à la nature même des roches qui constituent l'aquifère, avec par exemple les sulfates, le chrome, l'arsenic ou encore le fer, le manganèse. Voilà. Et puis on a aussi les dangers qui peuvent affecter directement le volume de ressources mobilisables. Donc ça peut être les eaux de prélèvement d'eau dans le bassin versant de la ressource. Donc quel que soit l'usage, ça peut être d'autres prélèvements pour un usage d'alimentation en eau potable, ça peut être pour un usage d'irrigation ou encore pour des prélèvements pour des usages industriels. Et puis on a toujours pour les dangers qui peuvent affecter le volume de ressources mobilisables, c'est certains travaux ou ouvrages qui sont susceptibles de modifier les circulations souterraines de l'eau. Par exemple, des excavations importantes, des terrassements aussi d'ampleur, des drainages, de la géothermie, des forages qui seraient pas réalisés dans les règles de l'art. Cette affectation sur la quantité de ressources mobilisables, elle peut avoir une influence sur la qualité de l'eau, in fine, de manière indirecte? Sur la qualité de l'eau, de manière très indirecte. De toute façon, avoir une eau de qualité, si on n'a pas la quantité suffisante, on n'arrive pas à alimenter tous les abonnés. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Et de la même façon, si on a la quantité mais qu'on n'a pas la qualité, là encore, on va avoir un problème. Vous appuyez sur le bouton vert si vous voulez poursuivre. Donc, pour la protection de la ressource, on a actuellement deux outils réglementaires spécifiques justement à la protection de la ressource en eau potable. Ces outils réglementaires, le plus connu et le plus ancien, ce sont les périmètres de protection de captage. Donc c'est un arrêté qui déclare, en ce qui concerne les collectivités, c'est un arrêté qui déclare d'utilité publique le captage et qui définit des périmètres de protection autour de ce captage. On va avoir un périmètre, a priori, tout captage est d'utilité publique, non? Tout captage qui alimente une collectivité, oui. Et d'utilité publique. Oui. Ok, donc c'est tous les captages, de fait. Enfin, presque Enfin, tous. tous les captages doivent bénéficier de ces périmètres. Actuellement, sur la région, on en est à 85% des captages qui disposent de cette TUP. Ce qui veut dire qu'il y a 15% des captages qui sont soit en cours de procédure, soit c'est des captages qui peuvent être destinés à l'abandon à court terme, mais il y a encore beaucoup de captages, encore un bon nombre de captages qui sont encore en cours de procédure. Ils sont peut-être pas conformes pour le coup. Qui sont pas forcément, en tout cas, qui doivent disposer à terme de ces périmètres, mais qui sont quand même suivis en qualité, et s'ils sont distribués, c'est qu'ils ont une qualité conforme. Donc autour de ces périmètres, on a l'aire d'alimentation de captage, c'est ça? Alors c'est un peu différent. Enfin, c'est une autre. Ça, c'est le deuxième outil, mais sur le premier, donc l'arrêté de DUP.
donc il définit des servitudes dans ces périmètres avec des possibilités d'interdire ou de réglementer certaines activités ou certaines installations. Et cet arrêté, il va aussi prescrire des travaux de protection autour du captage, de l'ouvrage de captage lui-même. Donc ça, c'est vous qui prescrivez les travaux? Alors, c'est un hydrogéologue agréé. En fait, dans le cadre de cette procédure, il y a un expert indépendant qui est désigné, qui est pris sur une liste départementale, régionale d'hydrogéologues agréés, et qui va définir à la fois les servitudes, enfin la délimitation des périmètres, en fonction de données hydrogéologiques. Il va définir également les servitudes et donc dans ces périmètres, dans les différents types de périmètres, et il peut prescrire aussi des travaux d'amélioration des ouvrages, amélioration de l'étanchéité par rapport au ruissellement de proximité. Et puis, on va prescrire aussi tous les dispositifs contre la malveillance. Ça peut être des dispositifs d'alarme anti-intrusion. Ça va être une clôture autour du périmètre de protection immédiate. Illustration à Sallanches, tiens, on fait une petite incise. Qu'est-ce qu'il en est, Élodie André, à Sallanches? Combien de DUP, combien d'AAC? Eh ben, je ne pourrais pas rentrer dans ce détail-là, mais en tout cas, on a le captage principal. Ça marche ? Oui. Le captage principal de Cayenne, où là, on est en train de faire un deuxième puits de forage, et justement, toute la procédure décrite, on l'a faite, et hydrogéologue agréé, etc. Donc, ça peut faire peur s'il y a des collectivités qui veulent se lancer là-dedans, mais en fait, c'est assez simple, et on est très bien accompagné par l'ARS. Donc, de quelle manière? Eh ben, ils nous filent des étapes, ils sont quand même là à notre écoute, et ils orientent dans le choix. Puis mine de rien, ces hydrogéologues agréés sont facilement mobilisables, et le rendu est relativement rapide. Donc quand on est sur des enjeux comme de forage pour doubler la capacité ou faire des puits de secours, comme c'est le cas pour Sallanches, on est quand même avec un partenaire qui est à l'écoute des collectivités. C'est quoi un puits de secours? Pour le cas de Sallanches, on a un puits principal qui alimente la ville. Et quand ce puits lâche, la pompe lâche, etc., il nous faut bien un deuxième puits, d'où le nom de puits de secours. En termes de... Non, je vous repasse je vous pose la question, monsieur Laléchère. Vous avez les chiffres pour Sallanches? Sallanches, ça va? On peut boire l'eau potable sans rien risquer? Ou... C'est bon? Oui. Attention à ce que vous dites. C'est un bon élève. Oui. Après, il y a plusieurs unités de distribution. Sur chacune, il y a des contrôles qui sont réalisés régulièrement. Élodie André, sur Sallanches, en tant qu'élu, c'est vraiment une contrainte que de maintenir la qualité de l'eau, que de faire des prélèvements, des analyses régulières? Alors, non, c'est pas une contrainte, c'est une obligation. Puis, une obligation, l'un n'empêche pas l'autre. Non, si les élus le perçoivent comme une contrainte, il faut qu'ils changent de métier. Franchement, oui, parce que c'est ce qu'on doit à la population. Et heureusement, pour vous donner un exemple, il y a 6 mois de ça, fin de l'année 2025, on a eu une pollution sur un prélèvement sur l'Usier, donc un petit hameau de Sallanches. Et tout de suite, grâce à les analyses, on a pu déclencher tout le process d'arrêter de distribuer, de prévenir la population, de remettre en place un autre circuit de distribution provisoire, et de faire les traitements nécessaires pour remettre l'eau. Si on n'a pas ces contrôles réguliers, les conséquences peuvent être extrêmement graves. C'était une pollution de quel ordre, ça? De quel agent? Une bête crevée. Je sais pas dans quoi ça rentre. Voilà. Je ne sais pas dans quoi ça rentre, mais c'est une bête qui est venue mourir sûrement à proximité du captage et qui a pollué l'eau. Et les captages ne sont pas censés être protégés? En montagne, là où il est, du côté de Véran, non. D'accord. Voilà. Donc c'était plein de bactéries, c'est une pollution microbio? Oui, voilà. Et derrière, donc, encore une fois, grâce à tout ce process et à l'alerte, on évite... des cas derrière tout ce qui peut engendrer les maladies. Il s'est passé combien de temps entre le constat que... Comment vous en êtes rendu compte, en fait? Je vois mon directeur 5 jours. D'accord. Ah oui, quand même. C'est déjà mieux que... Ça fait une petite peur rétrospective, ça.
tant que on n'avertit pas la population, on n'avait pas forcément ce retour. Et puis une fois qu'on alerte, c'est l'effet, un peu l'effet qui se coule, c'est que tout d'un coup le standard commence à sonner. Et moi j'ai été malade, j'ai eu voilà, la diarrhée, On a compris. voilà, tout ce qui va avec. Et c'est à ce moment-là qu'on a le retour. Mais sur l'instant T, les gens ne préviennent pas directement. Je reviens au PFAS, c'était une découverte pour vous aussi? Alors les PFAS, nous on avait anticipé ça parce qu'on a été très sujet, notamment dans la vallée avec Rumilly. Et, pourquoi? Il y a quoi à Rumilly? Tefal notamment et la Voilà, pollution. mais tout le monde n'est pas censé le savoir. Alors Tefal, quoique dans la salle, je pense que beaucoup de monde a entendu parler de ça. Et donc à Sallanches, le conseil d'exploitation de l'eau du dernier mandat a pris l'initiative de faire analyser toutes les sources et notamment aussi PFAS et perchlorate de sodium. On en a parlé hier. On a une ancienne usine qui faisait l'armement, voilà, à Chède. Et notamment, ils utilisaient le perchlorate de sodium. Il y a eu un sujet avec la ville de Genève qui a retrouvé cette trace de ces éléments dans son aquifère. Donc à Sallanches, on a pris l'initiative de traiter toutes nos sources sur ces deux éléments-là. Et il n'y a rien, je rassure tout le monde. Les PFAS sont en seuil tellement infinitésimal qu'on ne dit qu'il n'y a rien. Monsieur Laléchère, vous pouvez poursuivre. Oui. Alors, vous avez parlé des aires d'alimentation des captages. En fait, c'est le deuxième outil de protection des captages qui est différent du premier, mais qui est réservé à seulement les captages dits prioritaires. Donc, en fait, captages qui ont été définis, on a une centaine qui ont été définis comme ça sur les 8000 captages publics. Sur quels critères? En quoi ils sont prioritaires? Ils sont prioritaires sur un critère déjà de qualité, soit ils avaient des taux de pesticides ou de nitrates au-dessus de la norme ou proche de la norme, et aussi sur un deuxième critère de population alimentée, c'est-à-dire voilà. Et donc sur ces captages-là, qui sont surtout, ces aires d'alimentation des captages sont surtout là pour traiter de la pollution diffuse agricole, pesticides et nitrates. Et c'est plutôt en retour des actions contractualisées qui sont faites sur l'ensemble du bassin versant du captage. Ok. Allez-y. Après, on a parlé de la sécurisation de la ressource et on a parlé aussi de l'aspect quantitatif. On peut faire un petit point rapide sur l'impact des épisodes de sécheresse sur la qualité de la ressource. Alors, c'est des impacts potentiels qui peuvent être, dans certains cas, provisoirement positifs durant... Oui, c'est un peu contre-intuitif, oui, positif. Mais vous allez voir que ça n'a pas duré. Ce n'est pas le principal. Enfin, en fait, durant l'épisode, sur certains paramètres, comme la microbiologie ou la turbidité, c'est des paramètres où dans nos sources d'eau souterraines, c'est là où on va avoir peu de bactériologie et peu de turbidité, parce qu'en l'absence de pluie, en fait, les contaminations de surface, elles ne sont pas lessivées. Mais je dis que ça reste un impact provisoire, parce que au premier fort épisode pluvieux qu'on va avoir suite à l'épisode de sécheresse, on aura remobilisation en masse de l'ensemble de ces polluants. Et autrement, il y a quelques impacts négatifs qui sont la concentration des polluants rejetés directement dans les eaux superficielles, donc tout ce qui est rejet de stations d'épuration, rejet industriel, même traité, il reste toujours un fond de pollution, et moins il y a de l'eau dans les rivières, et plus il y a de concentration. On a également la concentration de certains éléments indésirables d'origine géologique, ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure, sulfate, arsenic, chrome. Pour le fer et le manganèse, en général, c'est plus les problèmes, ils apparaissent plus après l'épisode de sécheresse, au moment de la remontée de la nappe, si elle est descendue très bas. La nappe remonte et elle remonte avec des métaux lourds qu'on n'avait pas envie de voir. Non, c'est surtout que quand elle descend, elle met des zones qui habituellement sont noyées
elles sont de ce fait-là oxygénées, ce qui fait précipiter le fer et le manganèse qu'il y a dans les sols. Et au moment de la remontée, on peut avoir une remobilisation de ces précipités. D'accord. Et puis on peut aussi avoir un développement algal sur les eaux superficielles, parce que donc avec la sécheresse, c'est souvent associé à de la chaleur et un fort ensoleillement. Et donc là, ça va concerner bien sûr que les prises d'eau en rivière et les prises d'eau en lac, pas les eaux souterraines. Et ça peut entraîner une surcharge des installations de filtration. Il y a un impact, il y a eu des impacts à Sallanches, sécheresse et pluie à bas d'eau brutaux, ça, concentration de polluants, libération de polluants cachés. Alors, à ma connaissance, libération de polluants cachés, non. Nous, on a la problématique que l'aquifère principal, il est impropre à la consommation de par les sulfates. C'est la dissolution d'une roche, c'est naturel. Par contre, on voit l'effet de la sécheresse sur nos ressources gravitaires, comme tout le monde. Et c'est une grosse problématique parce que, comme je viens de vous le dire, cet aquifère où on ne peut pas boire l'eau en direct, on est obligé de le diluer. Et si on a moins de ressources gravitaires, on peut moins diluer. Donc, on arrive quand même à des périodes où on commence à mettre des messages, attention, préserver la ressource, consommer moins, et avec les arrêtés préfectoraux de sécheresse. Et bien entendu, la ressource gravitaire principale, celle qui vient du coteau de Saint-Roch, d'Oran, on a une forte turbidité. Donc elle est traitée et donc l'été, comme vient de le dire monsieur, on a peu de turbidité, mais au premier orage, c'est catastrophique. Donc, c'est-à-dire elle augmente en flèche. Donc derrière, on a des unités de traitement qui tournent à plein pot, mais ces effets-là, on les voit de plus en plus. À cause du changement climatique, donc. À cause du changement climatique, oui. Et est-ce que tout ça se modélise à défaut de se prévoir ? Est-ce qu'en fonction de la météo, est-ce qu'en fonction de ce qui s'est passé, vous pouvez dire « Oula, là je ne le sens pas bien, là je risque d'avoir un problème de sulfate par exemple ». Alors non, parce que le sulfate, il est constamment là, donc celui-là, on ne l'a pas. Après, pour pouvoir le diluer. La seule façon pour éventuellement traiter ce sulfate, ce serait de le traiter à la source et donc éventuellement un traitement par osmose inverse. Qui coûte une blinde. Qui coûte une blinde. À la construction, pas forcément. C'est aussi cher qu'une usine d'ultrafiltration. Par contre, en fonctionnement, oui, là, ça coûte cher. Aujourd'hui, on n'a pas cette problématique parce qu'on a encore de l'eau gravitaire, mais dans les années futures, il faudra que les élus se posent la question sur comment traiter cette eau sulfatée. Je pose ma question de manière différente. Est-ce que ce risque sécheresse, on peut le modéliser par rapport à tout ce qui vient d'être dit par monsieur Laléchère ? Alors, dans le cadre d'un schéma directeur, par exemple, c'est ce qu'à Sallanches, on a fait. Un schéma directeur qui nous donne avec une prospective sur 10 ans à venir avec le réchauffement climatique. Donc, nos ressources qui sont aujourd'hui déficitaires, elles le seront forcément avec mais beaucoup plus. Mais on a encore de l'eau. Par contre, ce que ce schéma directeur nous a permis de voir, c'est qu'on va perdre quasiment 900 mètres cubes jour. 900 mètres cubes jour, ça correspond à 6 000 habitants. Aujourd'hui, Sallanches, c'est 17 000 habitants. Ça veut dire que si on veut continuer à consommer comme on consomme maintenant, il faudrait qu'on perde ces 6 000 habitants pour revenir à 11 000. Ben, je ne sais pas comment on fait, sachant qu'aujourd'hui, le flux migratoire, c'est 170 habitants qui viennent à Sallanches chaque année. Et c'est les vaches crevées près des aires de captage et vous dites rien. Oui, c'est un peu direct. Non, il faut trouver une autre solution. Il faut trouver, est-ce que la solution, c'est pas de traiter cet aquifère et commencer à investir, continuer à réduire notre consommation. Et puis, il y a sûrement d'autres solutions qui vont arriver d'ici là. Monsieur Laléchère, c'est à vous. Allez-vous nous parler d'inondations après la sécheresse ? Non. Non, c'était pas prévu. Après, on peut poursuivre toujours pour ce qui est de la sécurisation de l'ensemble de la chaîne d'adduction. Donc, on n'a pas que la ressource.
en aval de la ressource, on a des installations de production et de réseau. Donc, il faut les prendre une par une. On a tout d'abord la capacité de stockage. La capacité de stockage, elle doit être adaptée à la zone desservie. Donc, il ne faut pas avoir trop de volume, parce que dans ce cas-là, on va avoir un temps de séjour qui peut favoriser le développement microbiologique. Mais il faut en avoir une capacité de stockage suffisante pour permettre d'absorber, bien sûr, tous les incidents, comme une casse de réseau ou une pointe exceptionnelle de consommation en cas d'incendie. Alors ça peut poser problème dans certains, surtout dans nos secteurs touristiques, où on a certaines unités de distribution qui ont une forte variation de population. Et donc, ce qui veut dire que les installations doivent être dimensionnées pour ces débits de pointe. Et hors saison, en intersaison, eh bien, on va avoir forcément des temps de séjour importants à gérer dans ces unités de distribution-là. On a également donc des installations de traitement, la plupart du temps, qui sont également à sécuriser. Alors bon, là, il y a tous les moyens connus pour ça, de télésurveillance, des sondes de mesure, mais ça ne doit pas remplacer des visites physiques régulières, qui restent indispensables. On a aussi, pour sécuriser le réseau, quelque chose d'important, c'est d'essayer, quand c'est possible, d'avoir des interconnexions entre ces réseaux, qui permettent donc de sécuriser la distribution, à condition qu'ils soient déjà correctement dimensionnés, bien sûr, de les faire fonctionner aussi régulièrement, à la fois pour limiter justement la stagnation de l'eau dans des bras morts, et à la fois pour s'assurer du bon fonctionnement des vannes le jour où on en a besoin. Et un autre avantage des interconnexions, c'est qu'elles peuvent permettre, si nécessaire, un mélange de ressources pour diluer des éléments indésirables si l'une d'elles pose problème. Et puis à la fin, là, c'est une évidence, c'est aussi la gestion des fuites, puisque moins on a de fuites, moins on a de ressources à mobiliser, bien sûr. Ça paraît évident, mais il y a plein de communes qui n'en ont pas eu grand-chose à faire jusqu'il n'y a pas si longtemps. Hein. C'est vrai que souvent, on s'en aperçoit au moment des épisodes de sécheresse où on se dit « Ah, mais on n'a pas assez de ressources », alors qu'en fait, si on mesure le débit qui arrive à la ressource et les besoins de la population, on s'aperçoit qu'il y en a une partie qui peut partir, une grosse partie qui peut être gagnée en gagnant sur les fuites du réseau. Mais c'est pas toujours évident lorsqu'elles sont diffuses et lorsque le réseau est ancien. Oui, et puis on a longtemps dit, c'est pas grave, une fuite, ça profite à la nature, c'est de l'eau qui n'est pas perdue. Oui, enfin bon, c'est quand même un peu d'argent tout ça. Élodie André, vous êtes correctement interconnecté. Vous êtes interconnecté? On a une connexion avec la ville de Passy qui est à côté. Et justement, en ce moment, dernièrement, ils nous ont vendu de l'eau parce qu'on avait un chantier et il a fallu qu'on ferme les vannes. Parce qu'ils ne vous la donnent pas? Ce serait trop beau, non. Non, puis ils nous la vendent bien au prix qu'ils la mettent à leur administré, ce qui est normal, hein, c'est le jeu. C'est sympa les relations entre collectivités. Hein. C'est l'amour fou. Donc on est interconnectés et puis pour rebondir sur les propos de Monsieur Laléchère, du coup, sur la fuite et le rendement de réseau, je le rejoins entièrement et j'incite tous les élus et même les agents qui travaillent donc, pour les régies, incitez vos élus à investir dans la recherche de fuite parce qu'on y voit vraiment déjà le gain économique pour la ressource et puis aussi humainement parce que ça permet aux équipes de faire autre chose que la relève de compteurs ou voilà, il y a des fois des parts du métier qui peuvent paraître ingrates et pour le cas de la régie de l'eau, Nicolas Loison, le directeur, il est dans la salle, il pourra peut-être confirmer mes propos, mais il est là, le monsieur. Mais ça permet aussi aux équipes de voir une autre partie du métier et puis c'est quand même bien de dire j'ai trouvé une fuite ici, mon rendement va être amélioré. Voilà. Une collectivité doit gérer l'eau en fonction de son pic d'activité touristique. Vous devez dimensionner, vous disiez 16 000 équivalents habitants, en hiver c'est plus, en été c'est plus, et vous devez dimensionner pour ça.
16 000 équivalents. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure? Non, il y a une population de 17 600 habitants. Oui, pardon. Et la steppe de Salange qui réunit 5 communes, aujourd'hui on est à 53 000 équivalents habitants. D'accord. Et dans ces 5 communes, on a des communes, bien entendu, stations de ski. Donc on a ces fameux pics. Et la station, aujourd'hui, elle est dimensionnée pour. Mais un jour ou l'autre, elle atteindra son seuil critique et il faudra prévoir plus grand parce que forcément, ça augmente. Et donc elle est dimensionnée pour combien de semaines dans l'année finalement? Là, c'est une colle, je ne sais pas. Et il fait que l'eau, il ne fait pas l'assainissement, donc c'est loupé. C'est vrai. Mais c'est intéressant parce que mine de rien, ça fait un coût important pour la population pour assainir une eau que ne payent pas les touristes. Oui, et d'où le sujet du prix de l'eau, du prix de l'assainissement. Aujourd'hui, pour Salanches, on reste sur le prix de l'eau, paye l'eau. Pour le cas du SIABS, on est un des prix les plus bas de la vallée, voire de Haute-Savoie. On est à 1,70 € de mémoire. Et c'est pas beaucoup, hein? Non, c'est vraiment pas beaucoup, sauf que prochainement, il va y avoir des investissements. Cette station, elle est vieillissante. Il va falloir aussi tenir compte des nouvelles réglementations qui vont arriver. Il va y arriver la DRU 2, par exemple. Voilà, en 2027. Il va falloir investir, donc forcément l'argent va passer par une augmentation du tarif, il ne faut pas se le cacher, et la recherche de partenaires financiers. Voilà. Vous avez regardé M. Laléchère Je ne sais pas si l'ARS finance, mais en tout cas... Non, l'ARS contrôle. L'ARS contrôle, mais ne finance pas. Alors du coup, je ne regarde plus. Il y a d'autres organismes. Et est-ce que l'ARS a encore une diapo à nous montrer? Oui, il me semble que oui. On peut donc. Voilà où je voulais en venir. Voilà, pour garantir en fait en permanence la sécurité sanitaire de l'approvisionnement en eau potable, on dispose maintenant d'un outil qui permet d'avoir justement une approche globale. Donc pour la gestion de tous ces risques à tous les niveaux, ressources, production, traitement, distribution. C'est le plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux, donc le fameux PGSSE. Alors il comprend notamment un inventaire des dangers qu'on peut rencontrer et l'évaluation de leurs risques, c'est-à-dire la probabilité de survenue de ces dangers. Il va comprendre aussi la définition et la planification de l'autosurveillance, parce qu'il y a un contrôle sanitaire réglementaire, mais l'exploitant a l'obligation d'assurer une autosurveillance et analytique et physique. Ensuite, ça va comprendre la définition des procédures d'intervention par type d'incident. Et à la fin, l'établissement d'un plan d'action pour réduire ces risques en priorisant les plus élevés et en fixant un échéancier de réalisation. Alors on parle d'échéances, il y a des échéances réglementaires qui approchent à grands pas. C'est le 1er juillet 2027 où chaque collectivité devra avoir un PGSSE pour la partie ressources. Et au 1er janvier 2029, le PGSSE devra comprendre l'ensemble de la chaîne d'adduction. C'est un truc en plus, Élodie André, pour une collectivité? C'est un emmerdement bureaucratique en plus ou c'est fondamental? Les deux, parce que forcément, ça fait faire du travail administratif, mais derrière, il faut y voir le côté positif qu'en cas de pépin, en cas de casse, de pollution ou je ne sais quoi, c'est un document qui va servir à la fois aux agents sur le terrain, mais aussi aux élus. Et il est important que ce document il soit accessible à tous. Parce que faire un document pour un document, ça ne sert à rien. À mon sens, il faut vraiment qu'il soit facile et clair pour que n'importe qui arrive puisse comprendre et actionner tout le mécanisme de la gestion de crise. PGSSE, finalement, c'est un PCS, c'est un plan communal de sauvegarde. Oui, si on veut, c'est un nouveau nom pour dire qu'on n'axe que sur l'eau. Mais pour moi, il a son utilité. Après, comme toute chose qu'on nous demande réglementairement, c'est bien, mais il faut de l'humain derrière. Et si vous n'avez pas... ce sont des bureaux d'études qui réalisent des fois ce type de... Tu peux pas le faire en interne? La ville de Thiers, je crois, qui est en face. Ils l'ont fait en interne, elle me l'a dit tout à l'heure. Non. Non, prenez le micro, il faudrait que Jeanne soit là. Jeanne est là.
Jeanne arrive, attention De rien, mesdames, messieurs. Stéphanie. Hop, hop, hop. Ici, là, devant. Merci. Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Stéphanie, Mettez bien le micro sur le menton. là. Oui, bonjour. Donc Stéphanie Guerre, chargée de projet à la mairie de Thiers. C'est où Thiers? Thiers, c'est pas très loin, Je sais direction pas, parce qu'il y a un Salanches. Thiers en Seine-Saint-Denis. Ah non, maintenant non, c'est on Thiers n'est pas là. 74, D'accord. à 20 minutes. Oui, donc sur l'année 2025-2026, on a réalisé le PGSSE de la commune avec l'aide de Suez, Bureau d'études Suez. Et on a eu le rendu là le mois dernier. Et alors, vous avez eu des grandes découvertes? Vous êtes tombé de votre chaise? Vous Non. êtes dit merde? Non. Non. Alors, on connaissait bien le réseau. Le réseau et les ouvrages sont en bon état à Thiers. Donc, on a des petits travaux à faire, mais rien de révolutionnaire. S'il n'y avait pas eu le PGSSE, vous n'auriez pas fait quelque chose d'équivalent. Cette espèce de PCS pour vous l'auriez pas fait. Si, parce que le PCS, il existe déjà. Mhm. Et on a un délégataire qui gère le réseau, les ouvrages. Donc, il y a de toute façon chaque année des travaux qui sont effectués. Et après, ça a permis de mettre en lumière... les plus gros points sont des points administratifs sur la régularisation de DUP et d'achat de terrain. D'accord. Et donc, Salanches, on est où? Et ben, pour avoir ce document à Salanches, il a fallu faire un schéma directeur parce qu'on s'est rendu compte que on connaissait pas trop notre réseau, enfin pas assez bien. Ah bah bravo. Ouais, bravo. Hein. Au final, on a dit qu'on était bon, mais pas tant que ça. C'est quoi un schéma directeur? C'est un schéma, ça va vous permettre de connaître votre réseau, vos éléments de distribution, également tout ce qui est un réservoir, comment sa carte d'identité, si je fais simple. Et puis l'autre partie d'un schéma directeur, ça va être aussi tout ce qui est la programmation pluriannuelle d'investissement, là où il va falloir mettre l'argent, pour orienter le choix des élus. Donc c'est une sorte d'entrée de document de base. Et avec ça, on va pouvoir aboutir à un PGSSE. Et donc, pour avoir cette finalité, nous, on a dû passer par tout ce qu'il y avait en amont. Et ça me permet de conclure sur mes propos. Il faut de l'humain. Il y a des bureaux d'études. Mais derrière, si vous n'avez pas des agents qui suivent, qui contrôlent les bureaux d'études, c'est un peu dans la douleur que ça se passe. Puis des gens qui... Bon, a priori ce n'était pas le cas. Des gens qui connaissent le réseau, qui ont la mémoire du réseau. Voilà, pareil, l'intelligence artificielle, c'est très très bien, pour certains domaines. Mais derrière, si vous n'avez pas des Jean-Paul Faye comme chez nous, des Jean-Paul Qui est Jean-Paul? Jean-Paul, c'est notre mémoire à Salanches. C'est un ancien agent de la Régie de l'eau qui est maintenant au conseil d'exploitation, qui est vice-président. Et Jean-Paul, avec ses petits carnets, il sauve souvent la mise. Il a toute l'historique et puis il donne, il a permis de... Il sait où sont les tuyaux, les vannes, les puits, tout. Quasiment, ouais. C'est notre mémoire un peu vivante et heureusement qu'il est encore là. Donc il donne des coups de main et puis grâce à tout, à son aide, on a pu continuer et abonder ce schéma directeur. Monsieur Laléchère. Oui, c'est vrai que la plupart des actions qui sont contenues dans le PGSSE, elles sont déjà plus ou moins réalisées par le gestionnaire du réseau, mais ça permet vraiment de formaliser les pratiques et parfois de les remettre en question et de les améliorer. Cette formalisation, elle peut être aussi justement très utile en cas de rotation fréquente du personnel, parce que justement la mémoire, elle part souvent avec le personnel. Et puis ça permet de vérifier que la plupart des risques sont pris en compte, de réfléchir à l'optimisation, par exemple, pour parler de l'autosurveillance, d'évaluer par exemple les paramètres qui sont les plus importants à analyser, donc ça en plus du contrôle sanitaire réglementaire. Et puis à la fin, ça permet de choisir les actions à mettre en œuvre en priorité, en essayant d'évaluer au plus juste les rapports coût-bénéfice de ces actions. Donc vive le PGSSE, c'est ce que vous dites. Tout à fait. Vous en avez conscience, Élodie? Oui, donc dites-le, vive le PGSSE. Ouais, vive le PGSSE, mais... Est-ce que Jean-Paul Faye, quand je parle des anciens, est-ce qu'à Salanches, on a la mémoire d'accidents survenus d'un point de vue bactériologique, contamination du réseau? Je ne sais pas s'il y a des archives. Nicolas, il va peut-être... non, il me fait signe de non. Non, on n'a pas noté ce genre de choses. Donc
Dès qu'il y a une pollution, maintenant, depuis un mandat, oui, on commence à noter, mais l'antériorité, on ne l'a pas. D'accord, il n'y a pas de chronique de l'eau à Sallanches. Non. Très peu de communes en ont une, ce qui est dommage pour les historiens du climat notamment, qui aiment bien se baser sur ces éléments-là dans certaines collectivités. Y a-t-il des questions, mesdames, messieurs, des remarques, des demandes d'aide? Profitez-en, l'ARS est là. Oui, non? Sur la sobriété hydrique, c'est aussi une partie du sujet. Qu'est-ce que Sallanches met en place? Alors déjà, hier, vous nous avez dit que finalement, c'est très embêtant parce que de l'eau, de la flotte, il y en a partout. À Sallanches, donc c'est difficile de parler économie, réduction de la consommation, et pourtant il faut le faire, ne serait-ce que pour les raisons qu'on vient d'évoquer, ce principe de dilution, si je résume à l'extrême. Qu'est-ce qu'il y en est à Sallanches? Bonne question. Est-ce qu'il y a une politique de sobriété à Sallanches ou on n'en est pas encore là? On en est, si, on en est là. C'est une conscience qui est inculquée, ne serait-ce qu'au conseil d'exploitation. L'ensemble des élus marchent dans cette direction. Le personnel derrière aussi est extrêmement sensible à ça. Donc, dès qu'on arrive sur des périodes de stress hydrique, les messages à la population se mettent en place. Pendant une période, à la régie de l'eau, on distribuait les économisateurs d'eau qu'on peut mettre au robinet. Donc, des fois, il y a des actions coup de poing. Et puis, bien entendu, le message qui font que petit à petit, la population prend conscience que même si autour de nous, on lève les yeux et on voit cette neige, même encore à cette période, ça ne veut pas forcément dire qu'un jour ou l'autre, au robinet, il n'y aura plus d'eau. Mais la population peut prendre conscience avec une eau à 2,50 €? C'est le travers peut-être du sujet, mais je me répète encore une fois, l'eau paye l'eau, ça ne sert à rien de faire payer plus. Je rappelle qu'à la fin du mois, on a tous nos factures et venir imputer ça encore en plus alors que l'essence est à payer et à ce prix-là... Certes, mais dans une économie de marché n'a de valeur que ce qui a un prix. Oui. Si le prix n'est pas assez élevé, l'eau n'a pas de valeur. Je pense que déjà faire un peu de pédagogie au lieu de matraquer sur des prix, c'est peut-être la bonne solution. En tout cas, c'est ce qu'au dernier mandat, on a inculqué au conseil d'exploitation. J'ose espérer que sur ce nouveau mandat, on va poursuivre dans cette direction. Avant de taper, parlons. Oui, enfin, en même temps, taper, c'est 0,8% du budget d'une famille. Hein. Le budget eau, vous pouvez monter à 1 ou à 1,2. Oui, mais plus, au bout d'un moment. Oui. Ouais. Certes. Y a-t-il cette fois-ci des questions? Attention, sinon je désigne quelqu'un. Dans ce cas-là, il faut regarder vos chaussures parce que la moindre mimique vous verra administrer un coup de micro. Non, toujours pas. Eh bien, on va parler de la DRU2. Monsieur Laléchère, la DRU2, c'est, mine de rien, c'est un sacré... pardon? La DRU2, c'est pas mon pas domaine. votre C'est la... Oui, c'est vrai. C'est C'est un plutôt aspect le- assainissement. C'est vrai. C'est plutôt le vôtre alors, Élodie André. La DRU2, on en a parlé déjà hier, directive européenne sur Les eaux résiduelles. les eaux résiduelles. Mine de rien, c'est un abattement de pollution. On divise par 2 ou 3 sur certains paramètres, plus les PFAS, plus la réhute. Donc on en a parlé hier, mais si vous étiez forcément là hier parce que vous êtes des assidus à ce cycle de conférence, on va quand même se répéter. C'est quand même une sacrée contrainte. Quand je disais hier que les élus que je vois, moi, que j'interviewe, que j'ai sur mes plateaux disent « D'accord, vous êtes gentil, l'Europe, mais ça va nous coûter trop cher. Puis de toute façon, on n'a pas le foncier pour rajouter un étage, un réacteur à la station d'épuration. » il y a un mur de l'argent, il y a un mur d'investissement et un mur foncier, mine de rien, derrière tout ça, pour garantir une qualité d'eau fixée, dont les objectifs sont fixés par une directive européenne. Alors le mur, en effet, foncier, financier, il est là, mais on ne peut pas y échapper. Donc il faut commencer déjà à réfléchir. Hier, il y a Monsieur Mourlon, si je ne dis pas de bêtises, Directeur de l'agence de l'eau. Exactement, qui disait oui, c'est transposable d'ici 2027. 2027, c'est demain. Donc il faut que les élus, il faut que tous autour de la table, on commence à mettre sur le papier combien ça va coûter, comment on va prioriser, parce qu'il va de soi qu'on ne va pas déclencher des travaux sur une année, faire tout ce qu'il y a par rapport à cette nouvelle directive. Mais il faut s'y atteler. Concernant le foncier, sur certains cas, pour le cas de Sallanches, on a encore un tout petit peu de foncier. Il y aura des solutions à avoir, soit monter d'un étage, soit pourquoi pas descendre sous terre. En tout cas, il y a des solutions techniques, il va falloir y aller. Et derrière, forcément, ça va impliquer un coût de l'assainissement, fatalement.
Et sur Salon, je m'avais dit hier, 33 millions d'euros, hein, c'est ça? Ouais. Les études montrent que la DRU2, c'est un coût de 33 millions d'euros. Oui. Vous pourriez abaisser en faisant de la production de gaz, méthanisation. Exact, parce que derrière, dans cette DRU2, il y a une notion de neutralité énergétique et parmi ces solutions, ce serait la revente du biogaz produit, donc réinjecté dans le réseau principal. Donc il y a de l'argent à aller récupérer de cette manière, pose de panneaux solaires, bref, il y a de quoi pas baisser la facture, ça va de soi, mais d'éponger un petit peu le coût pharaonique de ces 33 millions d'euros annoncés. Quand vous voyez, j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, quand vous voyez arriver les PFAS et notamment les TFA, là, les tout petits à chaîne très courte, les plus problématiques d'un point de vue santé publique, et quand on voit le coût, vous avez dit osmose inverse, et derrière on peut même les brûler, comme on brûlait les dioxines à une époque, quand on voit le coût énergétique, moi j'aurais peur à votre place, enfin je ferais autre chose. Puis derrière les PFAS, il y en aura d'autres de toute façon. Ah, ce sera une chaîne sans fin, mais dans le CDRU2, il y a le principe de pollueur-payeur. J'espère qu'il arrivera vraiment à sa finalité. Mais si on en est là aussi, c'est que nous-mêmes, nous polluons. Donc c'est un peu nous qui causons tout ce désordre. Oui, ça fait peur, mais encore une fois, si on est élu, c'est pour pas avoir peur, c'est pour y aller. Enfin, je fonctionne comme ça, donc il faut mettre sur la table, il faut mettre les techniciens, les bureaux d'études et voir comment morceler cette DRU2 et arriver à la finalité pour rejeter une eau de qualité quand même dans le milieu naturel. Ah oui, il y a une responsabilité du producteur ou du metteur en marché de ces molécules qui sont censées payer pour la dépollution, notamment avec la loi PFAS sur les PFAS. Alors, on attend toujours le décret d'application. A priori, ce serait 100 euros pour... alors, c'est 100 euros pour 1 kilo de PFAS, je ne sais plus. Donc, il sera à la charge des producteurs ou des metteurs sur le marché, sauf qu'il y a un doute, parce qu'une station d'épuration pourrait être considérée comme un pollueur, selon la même loi censée protéger parce qu'il n'y a toujours pas de définition stricte de qui est un producteur de pollution. Vous étiez au courant quand même? Pas du tout. Eh ben voilà, mais c'est juste une question de rédaction des décrets d'application qui sont toujours un peu en retard, messieurs, dames. Même punition, attention. Hein. Il y a un coude qui se lève là-bas. Ah si, vous avez levé le coude. Ouais, mais est-ce que ça vous évoque peut-être une question? Non, pas du tout. Monsieur Laléchère, comment dirais-je? Quel tableau global on peut donner, si tant est qu'on puisse en donner un ici, sur le département, peut-être sur la région, globalement, pour rassurer ou confirmer les gens dans leurs inquiétudes? Il n'y a pas trop de soucis? Moi, je pourrais vous parler que du département. Oui, alors allons-y sur le département. Je n'en ai pas beaucoup bougé depuis les 20 dernières années. On a eu longtemps une problématique principale de microbiologie, en fait, dans la qualité des eaux distribuées. Enfin, là où on avait des problèmes. Surtout liés en zone de montagne au fait qu'on a beaucoup de petites unités de distribution, c'est-à-dire des hameaux qui sont desservis par une source et qui alimentent 10, 20, 30 habitants, et pour lesquels il n'y avait pas toujours des systèmes de désinfection des eaux avant distribution qui étaient suffisants et qui ramenaient au coût d'installation par abonné était important. Donc là-dessus, ces 10-20 dernières années, il y a eu des gros progrès de fait. Il y a eu aussi, avec la mise en place de traitements là où il n'y en avait pas. Et puis maintenant, apparaît d'autres types de... Alors, il y a toujours encore à traiter régulièrement ces problèmes de microbiologie, parce que même quand on a des traitements, les traitements, ça tombe en panne. C'est pour ça qu'il faut les sécuriser et les suivre en permanence. Et effectivement, maintenant, il y a l'apparition de micropolluants qu'on ne recherchait pas ou qu'on ne suivait pas auparavant, que ce soit pesticides ou PFAS dont on a parlé. On est en tête de bassin versant, on n'est pas les plus, mis à part les quelques sites dont on a parlé, on n'est pas les plus concernés. On n'a pas de problématique importante nitrate, par exemple, comme on pourrait l'avoir dans des départements de plaine. Donc la problématique principale, c'est la multiplication. On a 800 captages
Dans certains départements de plaine, ils en ont 30 parce qu'ils ont une prise d'eau en rivière qui dessert 100 000 à 200 000 habitants. Donc voilà, c'est le morcellement des unités de distribution, donc la multiplication des installations de traitement, etc., à mettre en place, qui est la problématique principale de nos départements de montagne et sur Rhône-Alpes, sur Auvergne-Rhône-Alpes, pardon, on a 8000 captages. Donc ça fait beaucoup de ressources. Et est-ce qu'ici, en commune rurale, quand on a des communes très étendues, avec des maisons qui sont en bout de réseau, ça, en soi, c'est un problème? C'est un problème, effectivement, de par les temps de séjour, c'est un problème aussi financier pour la collectivité d'entretenir ces réseaux. Après, il y a la problématique, c'est peut-être là que vous voulez en venir, il y a la problématique chlorure de vinyle pour ce qui est des réseaux, des anciens réseaux PVC d'avant 1980 qui sont susceptibles de relarguer du chlorure de vinyle monomère. C'est un problème qu'on n'a pas beaucoup dans la région parce que justement on est dans les secteurs montagneux. Le PVC, c'est pas ce qui a été posé le plus fréquemment à cette époque. Il y a eu beaucoup de fonte qui a été posée, qui était plus solide par rapport au mouvement de terrain. Donc c'est une problématique qui nous touche pas. Moi, de mémoire, il n'y a qu'un endroit où la canalisation a dû être changée dans l'avant-pays. C'est le seul cas que j'ai, moi, que j'ai rencontré depuis que je suis en Haute-Savoie. Pas de plastique à Sallanches? Que de la bonne fonte? On met beaucoup de fonte, oui. En effet, pour les problématiques de mouvement de terrain. Et puis, c'est au poinçonnage, c'est meilleur. Au poinçonnage? Quand les camions y roulent, c'est plus résistant, quoi. Ah oui. Voilà. D'accord. Messieurs, dames, j'aurais essayé 3 fois. Hein. Vous êtes un public difficile. Hein. C'est donc que vous avez été parfaitement clair. Le mot de la fin, Élodie André? Comme ça, là, le mot de la fin. Ah oui. Et le mot de la fin. Si parmi la salle, il y a des élus ou des techniciens qui sont en binôme avec des élus, voilà, je vous invite vraiment à ce PGSSE à ne pas attendre la dernière minute pour le mettre en place. Si vous êtes en plus dans le cas de Sallanches où il faut avoir un schéma directeur parce que ça prend du temps, c'est de l'énergie, c'est de l'humain derrière, je répète. L'aspect financier, ça a un coût également. À Sallanches, c'est quasiment 150 000 €, hein, le schéma directeur et le PGSSE. Mais il a une utilité derrière. Et voilà, accompagnez les élus, ou messieurs, mesdames les élus, faites-le. C'est important et c'est bientôt obligatoire. Merci à vous deux. Que vous dire? Voilà, 7e table ronde, c'est la fin donc pour moi de ce cyclo. Merci aux équipes de Lumens qui sont juste derrière. Voilà, c'est eux qui font la régie, qui ont tout installé. Voilà, plus fort, allez-y. Voilà. Continuez à applaudir Caroline Braun, sans laquelle il n'y aurait pas ces cycles de conférences. 2 prochaines éditions pour Cyclo, ce sera toujours avec moi. 30 septembre, 1er octobre, voilà, merci Caroline, vous voyez à quel point elle réagit vite. Salon Cyclo Orléans Centre Val-de-Loire et 25-26 novembre. Salon Cyclo Provence-Alpes-Méditerranée, c'est à Aix, me semble-t-il. Et Jean-Claude Lasserre qui arrive, le roi de l'eau, ici présent. Rejoins-nous, mesdames, messieurs. Il faut que tu sois devant la caméra, Jean-Claude. Et pourquoi vous ne l'applaudissez pas? Merci beaucoup. Non, la caméra, elle est là, il faut que tu restes là, bien au milieu. Pardon. Voilà, assieds-toi à côté d'Élodie. Voilà, super. Écoutez, un grand merci pour ces 2 journées très riches. Écoutez, c'est une première. L'objectif, c'est pas de faire un one-shot, donc c'est de vous donner rendez-vous dans 2 ans, puisque nous faisons ça en biennale. Je suis désolé, j'ai couru de l'autre bout d'un... Mais qui t'a fait courir? Toi.
Et donc, voilà, bon, l'objectif était qu'il y ait cette première. Cette première a été initiée dès 2024 par la jeune personne qui est à côté de moi, qui est Elodie, et le directeur également, Nicolas Loison, qui nous ont beaucoup aidés à pouvoir venir ici, comprendre les enjeux au niveau du territoire, et également monter en puissance pour pouvoir parler de votre problématique sur ce territoire de la gestion de la ressource, qui est différent de tous les autres territoires, parce que chaque territoire a sa propre problématique avec le changement climatique et la gestion de l'eau. Donc je voulais vous remercier, vous donner rendez-vous dans 2 ans, remercier le département, remercier l'agence de l'eau, remercier aussi les clusters qui nous ont accompagnés, le Grès, j'en oublie, je crois. Tu veux toute la liste? L'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, la région, Voilà. le département, Salanches, la Régie des eaux, le SM3A, Aquavala, Aquanova, le Grès, la Asté, Ouais. le cluster olémanique et l'OIO, l'Office Voilà. international de Et l'eau. donc, et donc, pour finir, après tout ça, je voulais remercier notre animateur journaliste également, Frédéric, et surtout sa co-réalisatrice de l'équipe cyclo, Caroline, Qui se cache. qui se cache et qui a, pendant 2 mois ou 3 mois, monté tous ces sujets pour que vous puissiez en débattre et aborder les solutions de l'avenir pour tout ça. Ça veut dire que c'est du boulot d'organiser ça et de préparer ce genre d'événement. Voilà, donc un gros big up à tous les deux et un gros big up également à tous les intervenants qui sont venus. Donc il y a l'ARS à côté de moi, mais il y en avait plein d'autres. Et puis un petit truc spécial à Charlène Descondanges qui était là hier et qui a passé une très très belle journée pour présenter son concept. Donc voilà, merci beaucoup. Merci. Passez une très très belle journée, fin de journée, et puis à très bientôt. Merci. 3, 2, 1.